Bonjour à tous. Aujourd'hui nous avons le docteur Anne-Valérie Allen Bacaré. Elle est une interniste de profession. Elle est une ancienne de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti et a fait son service social au plateau central avec Zami La Santé, où elle est restée travailler par la suite comme directrice du programme TB-VIH pour quelques années. Dr. Allen est ensuite parti aux États-Unis pour sa résidence en médecine interne et actuellement pratique comme médecin hospitaliste. Aujourd'hui, elle va nous faire une présentation sur l'évaluation du patient avec troubles cognitifs. Merci, Dr. Allen. Vous pouvez commencer. Ok, merci, bonjour. Donc, ma présentation aujourd'hui, c'est sur l'évaluation du patient avec troubles cognitifs et démence. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est parce que ça fait peut-être 2 mois de ça. Il y a une amie qui m'a appelée et qui m'a dit que son père a commencé à développer des symptômes anormaux. Il a à peu près 72 ans, je pense, et il avait des difficultés motrices, il marchait lentement, il avait des difficultés à trouver des mots pour avoir une conversation, alors que c'était une personne que je connaissais et qui fonctionnait complètement normalement. La dernière fois qu'on s'est vu, ça fait peut-être 6 ans, 6 ans de ça. Donc, c'est ça, et elle me demandait c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, comment trouver un diagnostic, etc. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette présentation sur les troubles cognitifs avec un focus spécialement sur la démence. Donc, ce sont les étapes par lesquelles nous allons passer durant cette présentation-là. Et comme introduction, d'abord, pour définir les troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, c'est un ensemble de symptômes qui sont dus à l'altération de la capacité intellectuelle d'un patient. Ça se présente avec différentes parties. Le plus commun, c'est les troubles de la mémoire. En général, c'est comme ça que ça commence, avec des troubles de la mémoire, diminution de la perception, surtout perception spatiale, diminution de concentration, la capacité de raisonnement et de jugement qui est altérée, la capacité de langage et la capacité d'apprentissage qui sont aussi altérées. Maintenant, au départ, il faut faire une différence entre l'état confusionnel aigu et la démence. Et il y a le prochain slide qui va nous permettre de voir exactement comment cette différence peut se faire. L'état confusionnel aigu arrive subitement et aussi est réversible. Il y a une cause spécifique qui provoque le développement de l'état confusionnel aigu. Ça veut dire que c'est une personne qui était normale et puis la famille ou bien le patient des fois peut vous dire que ça fait une semaine ou bien ça fait 2 jours que la personne, quand elle parle, ce qu'elle dit ne fait pas trop de sens et que la personne ne peut pas trouver sa route dans la maison, la personne est un petit peu léthargique, etc. Alors que quand on considère la démence, l'évolution est lente et progressive et en général, ça se fait sur des années. Donc, c'est un petit peu difficile de déterminer exactement à quel moment ça a commencé. Mais pour l'état confusionnel aigu, on peut savoir exactement à quel moment ça a commencé. Comme j'ai dit, c'est réversible, c'est en général dû à une cause sous-jacente qui est en général, ça arrive aussi en général, c'est les patients, c'est dû à une infection ou bien une déshydratation ou bien un nouveau médicament qui a été initié pour le patient. Um, En général, la tension du patient est diminuée, alors que dans la démence, la tension peut être intacte, sauf si la démence est dans un état très avancé. On voit les deux se présentent avec des troubles de la mémoire la plupart du temps. Et dans l'état confusionnel aigu, les soins sont nécessaires immédiatement pour s'assurer que l'état mental du patient va retourner à la normale, alors que quand c'est la démence, la progression est tellement lente et sur une longue durée de temps, le patient a besoin de soins, mais ce n'est pas aussi urgent que dans l'état confusionnel aigu pour lequel, quand on traite, si c'était dû à une infection, si on traite l'infection, eh bien, le patient, de quelques jours à quelques semaines, peut retourner à son état mental précédent.
Donc, des considérations épidémiologiques à faire quand on parle de démence et de troubles cognitifs. En 2020, on a évalué le nombre de personnes dans le monde atteintes de démence à 55 millions de personnes. 60% dans les pays, 60% de ces personnes sont des pays pauvres, dans des pays pauvres et dans des pays en voie de développement. Et on attend que, l'anticipation, c'est que ce nombre va doubler chaque 20 ans. Donc, en 2040, peut-être qu'on aura 100 millions de personnes avec démence dans le monde. Et on va voir pourquoi un petit peu plus bas. L'impact économique et social est important parce que c'est un fardeau pour la famille et pour les proches. Il faut trouver quelqu'un pour s'occuper de ce membre de la famille, quelqu'un qui peut-être ne peut plus aller travailler. Donc, ça fait une perte de salaire. Et il y a le coût des visites médicales, le coût pour employer quelqu'un pour aider cette personne, pour prendre soin de cette personne à la maison. Les facteurs de risque, le facteur de risque le plus important, c'est l'âge. C'est une maladie des personnes âgées. En général, on voit que le diagnostic se fait à partir de 65 ans et la prévalence augmente avec l'âge. Donc, on peut voir que pour une personne, pour le groupe d'âge entre 70 et 74 ans, il y a seulement à peu près 3% de personnes qui sont atteintes de démence. Mais ça augmente beaucoup et on peut voir, ça augmente rapidement. Entre 85 et 89 ans, ça augmente à 22% et à 33% pour les plus de 90 ans. Les femmes sont atteintes plus que les hommes. Et une des raisons, c'est parce que les femmes vivent aussi plus longtemps que les hommes. L'histoire familiale aussi, il y a une composante génétique. S'il y a une histoire familiale, le risque de développer la démence augmente de 30%, spécifiquement pour la démence d'Alzheimer. Et puis, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables. Donc, la sédentarité, l'utilisation d'alcool, de tabac. Il y a aussi le niveau d'éducation. Plus le niveau d'éducation de la personne est bas, plus le risque de développer la démence est élevé. Il y a aussi les risques cardiovasculaires comme la démence, le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, qui causent des maladies vasculaires cérébrales et qui peuvent être, qui sont des facteurs de risque pour la démence, spécifiquement la démence vasculaire. Donc, l'image d'en haut où on a le map du monde, c'est pour montrer entre 2019 et 2050 comment la prévalence de la démence va augmenter. Donc, les pays où il y a, là où c'est en bleu, ça montre que on aura une augmentation du pourcentage de 20 à 40% jusqu'à peut-être 180%. Et puis, ceux qui sont en jaune et orange pâle, c'est intermédiaire. Et puis, pour arriver dans les pays en rouge, jusqu'à 300 jusqu'à 2000% d'augmentation de la prévalence de la démence de 2019 à 2050. Et on voit que les pays où où le pourcentage d'augmentation est moindre sont les pays développés et les pays riches. On voit l'Amérique du Nord, on voit l'Europe, la Russie, alors que les pays qui sont en rouge et en orange foncé, ce sont les pays d'Afrique. Et la raison, la majeure, et on peut regarder dans le graphe d'en bas, c'est un graphe des différentes raisons qui expliquent l'augmentation rapide de cette prévalence de la démence. Et en bas, on a les pays d'Afrique. Donc, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, et en vert foncé, c'est l'augmentation de la population. L'Afrique, c'est un pays où la population augmente très rapidement et le taux de natalité est très élevé. Si on a une plus grande population, on a une population qui va vieillir aussi. Donc, ça fait que c'est une cause importante de l'augmentation de la prévalence de la démence. Alors que dans les pays plus développés, donc on voit l'Europe, on voit l'Amérique du Nord, c'est la partie qui est en vert pâle qui est plus prononcée. Et cette partie-là montre que c'est parce que la population vieillit.
La population vieillit, il n'y a pas vraiment d'augmentation de la population, il n'y a pas une augmentation très prononcée de la natalité, mais c'est une population qui vieillit parce que leur espérance de vie augmente. Donc, avec l'augmentation de l'espérance de vie, on a une population beaucoup plus âgée et on va avoir beaucoup plus de diagnostics de démence. L'Alzheimer, c'est la maladie de démence la plus commune. Ça représente à peu près 60% des cas. Ensuite, on a la démence vasculaire en orange qui est à peu près 15%. Donc, entre l'Alzheimer et la démence vasculaire, ça fait 75% des cas de démence et de troubles, de troubles cognitifs viennent de ces deux maladies. Et puis ensuite, on a les démences mixtes, c'est quand on a une combinaison de deux maladies qui sont à cause de cette présentation en général. Et en général, c'est une combinaison de l'Alzheimer et de la démence vasculaire. Et puis, il y a les autres qui sont moins communs, comme la démence au Parkinson, la démence frontotemporale, etc. Présentation clinique. Donc, ces symptômes-là, en général, sont reportés par les proches. Plus que par le patient. Donc, ça sera une soeur, un frère, les enfants qui vont dire que, bon, ma maman, elle n'arrive pas à se rappeler de quoi que ce soit, elle ne se souvient pas de ce qu'elle a mangé ce matin, et si elle savait aller marcher, aller à la boutique qui est à deux blocs de la maison, maintenant, si elle va, elle ne peut pas retrouver son chemin pour retourner chez elle. Ça doit être un changement comparé à la normal. Donc, la personne doit pouvoir vous dire que, bon, il y a 2 ans de ça, oui, il y a 1 an de ça, elle fonctionnait normalement, elle était indépendante, et puis sa capacité de fonctionner a été progressivement altérée. Donc, c'est graduel et progressif. En général, ça évolue sur une période d'années. Et comme on a dit avant, ça atteint surtout la mémoire, qui est en général le premier symptôme qui est noté. Difficulté surtout à retenir de nouvelles informations, mais la personne garde la capacité de retenir des informations anciennes. Ça veut dire qu'elle peut se rappeler d'une histoire que sa maman lui avait racontée il y a, je ne sais pas, 50 ans de ça, mais elle ne se souvient pas de ce qu'elle a mangé au dîner hier soir. Orientation spatiale, pouvoir retrouver son chemin dans la maison ou dans la rue, faire des tâches complexes. Si c'est une personne qui savait, par exemple, une personne qui avait un petit business et qui pouvait compter son argent, remettre de la monnaie, etc., n'est plus capable de faire ces choses-là, des difficultés de langage, des troubles du comportement avec agitation, paranoïa, etc. Il y a dépendamment de ce qui est associé, des symptômes qui sont associés aux troubles cognitifs, on peut déterminer quelques grands syndromes. L'Alzheimer, on a dit que c'était le plus commun. C'est une maladie des personnes âgées. En général, on commence à voir ça plus à partir de 65 ans et la perte de mémoire est le premier symptôme. Et ça vient avec d'autres troubles cognitifs qui s'aggravent et évoluent sur une période de temps. Des problèmes de jugement, des problèmes de fonction cognitive, des troubles comportementaux. Un autre syndrome, c'est la démence vasculaire. La démence vasculaire, c'est associé à l'athérosclérose microvasculaire dans le cerveau. Donc, ce sont des patients qui peuvent avoir ou ne pas avoir une histoire d'ACV, un ACV qui a été diagnostiqué ou n'a pas été diagnostiqué. Et ce sont des altérations vasculaires qu'on peut voir dans l'imagerie cérébrale. On peut voir de les tests d'imagerie cérébrale. La progression de la démence d'Alzheimer est lente et progressive. Il n'y a pas de cassure. Donc, c'est très lentement que les symptômes s'ajoutent et s'aggravent. Alors que dans la démence vasculaire, il y a des cassures dans la progression. Donc, on va voir, la description des symptômes sera que l'année dernière, il y a eu des troubles de mémoire et puis c'est resté stable pendant 2 ans. Et puis, subitement, il y a une difficulté de langage. Et puis, ça s'arrête là. Et puis, 3 ans plus tard, il y a un autre symptôme qui s'ajoute. Donc, c'est comme ça que la progression est en étape bien spécifique. Ces deux
entités-là, l'Alzheimer et la démence vasculaire, représentent la majorité des cas. Et parce que ça représente la majorité des cas, et parce que les symptômes sont surtout des symptômes cognitifs, et si on considère la démence vasculaire des symptômes qui peuvent être associés à un ACV antérieur ou plus récent, on peut, en absence d'autres symptômes, en absence de symptômes psychiatriques, en absence de symptômes moteurs spécifiques, on peut faire un diagnostic présomptif et dire, bon, puisque c'est ces symptômes-là seulement que la personne présente, et on n'a pas trouvé d'autres symptômes qui peuvent pointer vers d'autres syndromes. Et ces deux maladies-là, à eux deux, représentent à peu près 75% des cas de défense. On peut dire que probablement ce patient-là a une démence d'Alzheimer ou bien ce patient-là a une démence vasculaire. Et puis, on avait parlé de la démence mixte. En général, c'est Alzheimer plus démence vasculaire. Ça ajoute un autre 10% des cas. On a parlé de la progression de la maladie d'Alzheimer qui est lente. Donc, ça commence, le stade préclinique. Le stade préclinique, c'est le stade où on commence à avoir des changements dans le cerveau, mais le patient n'a pas de symptômes. Ensuite, on a le stade de troubles cognitifs mineurs où les symptômes sont très, très légers. On a des petits troubles de la mémoire, des petits troubles de fonction, mais la personne est quand même indépendante et capable de continuer ses activités sans trop de troubles. Ensuite, il y a le prochain stade, on avance à la démence et des instructions, etc. Ensuite, ça progresse à modéré où les symptômes sont encore plus sévères et à sévère où les symptômes sont encore plus prononcés. À ce moment-là, la personne a besoin d'aide, la personne n'est pas capable de faire ses activités journalières. C'est à ce moment-là qu'on voit que le patient n'est pas intéressé à manger, ne peut pas à des difficultés à marcher, des difficultés motrices, etc. Et avec la progression clinique, on voit que la progression dans les altérations physiques du cerveau aussi ont une progression. Donc, les anomalies du cerveau avec les dépôts de plaques d'amyloïdes, en général, commencent dans les lobes temporaux, ensuite affectent les lobes pariétaux, ensuite le lobe frontal, ensuite le lobe occipital. Et on peut voir que les symptômes que le patient présente, des fois, comme si suivent les symptômes qui sont liés à ces zones spécifiques du cerveau. D'autres syndromes, si le patient se présente avec d'autres symptômes en plus de ces troubles neurologiques, de ces troubles cognitifs, ça peut nous faire penser à d'autres syndromes. Si le patient se présente avec Parkinsonisme, le patient a ces problèmes de mémoire, de langage, de fonctionnement, de compréhension, et puis en même temps, c'est un patient qui a une bradykinésie, qui marche très lentement, qui a des tremblements, qui a des rigidités, des symptômes de Parkinson, des symptômes de Parkinsonisme, à ce moment-là, ça fait penser à la démence à corps de Lévy ou bien la démence au Parkinson. Dans la démence au Parkinson, on va avoir les troubles moteurs d'abord. Donc, les symptômes typiques qu'on voit avec un patient qui a le Parkinson. Et puis, des années plus tard, le patient va commencer à développer les symptômes de démence. Dans la démence à corps de Lévy, tous ces symptômes-là arrivent en même temps. Donc, les troubles moteurs et les troubles intellectuels arrivent en même temps. Ensuite, il y a d'autres comme la paralysie supranucléaire progressive où on va avoir beaucoup de symptômes oculomoteurs. Il y a l'hydrocéphalie à pression normale où on peut voir une triade typique chez ce patient-là de déficit cognitif avec incontinence urinaire et difficulté d'ambulation. Donc, le patient a une perte de balance, a des difficultés pour marcher, a des chutes répétées, etc. Et puis, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie à prion où on voit une progression extrêmement rapide. Donc, ça commence et en quelques mois et en quelques semaines, les symptômes cognitifs deviennent très sévères. Il faut aussi faire la différence entre la démence et le vieillissement normal, la démence et la dépression. On a déjà parlé de la différence entre la démence et le trouble confusionnel aigu. Dans le vieillissement normal, c'est normal qu'avec l'âge,
que les patients commencent à avoir des petits troubles de mémoire. Ils oublient où ils ont déposé quelque chose, où ils ont déposé les clés, ils oublient le nom d'une personne à qui ils ont parlé la semaine prochaine, etc. Ce qui est normal avec l'âge. Et ces petits troubles de mémoire et de fonctionnement progressent aussi avec l'âge dans le vieillissement normal. Mais on n'arrive jamais au moment où la personne n'a pas perd complètement son indépendance intellectuelle, sa capacité intellectuelle, son indépendance et sa capacité à faire ses activités journalières. Et quand je dis la personne reste indépendante, on parle de capacité intellectuelle, on ne parle pas de capacité motrice. Ça veut dire que si avec l'âge, la personne a des difficultés articulaires, il n'est pas capable de marcher, etc., il n'est pas indépendant et a besoin d'aide, ça ne compte pas. On parle spécifiquement de capacité intellectuelle. Alors que dans la démence, à un moment, cette personne-là ne sera plus indépendante et aura besoin d'aide avec la plupart des activités qu'on a besoin de faire pendant une journée. Se baigner, s'habiller, manger, etc. Et puis, il y a la démence versus la dépression. Il y a la dépression qui, aussi, quand c'est assez avancé, peut causer des troubles de mémoire, des troubles de langage qui peuvent des fois être confus avec la démence si l'âge de la personne est approprié. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Donc, on a ce patient-là qui vient avec cette complainte du patient ou de la famille de différents troubles cognitifs. Qu'est-ce qu'on fait et comment on arrive à un diagnostic ou un diagnostic de présomption au moins? L'histoire, c'est une des parties les plus importantes, sinon la partie la plus importante, d'arriver à déterminer la cause de ce problème et de ce trouble. Il faut absolument avoir le rapport d'un membre de la famille ou bien d'un proche de ce patient-là. Pour différentes raisons. Les changements de démence quand ils commencent sont très subtils. Et ça arrive sur une longue période. Donc, en général, c'est plus facile pour les proches de noter ces changements-là que pour le patient. Le patient, des fois, ils ont une capacité de compensation et ils ne réalisent pas ces changements. L'autre cause, c'est que les patients, quand ils sont âgés, ils tiennent beaucoup à leur indépendance. Donc, il y a une composante de déni. Ils ne veulent pas accepter qu'ils ont une perte de la mémoire, que c'est difficile d'avoir une conversation. Donc, ils vont vous dire non quand les proches disent oui, il y a un problème. Donc, c'est très important d'avoir un proche expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé pendant les mois ou les années précédentes. Donc, on va demander quand est-ce que ça a commencé, comment ça a progressé, ça a commencé par quels symptômes et puis qu'est-ce qui est arrivé après. Il faut comprendre le fonctionnement de la personne quand tout était normal, quel genre d'activité la personne pouvait faire, quel travail faisait, est-ce que la personne était capable de gérer ses affaires personnelles, le niveau d'éducation du patient, les habitudes du patient, alcool, tabac, santé générale, l'histoire médicale, s'il y a si on peut noter quelques facteurs de risque de l'histoire médicale du patient, l'histoire familiale, s'il y a des histoires de démence et de troubles cognitifs dans la famille, et aussi des symptômes qui peuvent faire penser à des diagnostics différentiels, s'il y a des troubles de moteur, des hallucinations, etc. Et aussi, très important de prendre une histoire détaillée des prescriptions et des médicaments que le patient prend. Qu'est-ce que le patient prend maintenant, depuis combien de temps, et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé récemment, quelque chose qui a changé dans les médicaments qui peuvent être associés au début des symptômes, etc. Ensuite, l'examen est un examen complet, un examen physique complet et un examen neurologique aussi. Dans cet examen neurologique-là, on va chercher des symptômes, des séquelles d'ACV antérieur, de symptômes de parkinsonisme avec des difficultés d'ambulation, des difficultés de balance, etc. Et puis, après avoir fini avec l'histoire et un examen complet,
on passe aux tests cognitifs. Les tests cognitifs, ce sont des tests qui vont examiner la capacité intellectuelle d'un patient à différents niveaux. La capacité intellectuelle, la capacité cognitive d'un patient. Il y a beaucoup de tests cognitifs qui ont été validés dans cet objectif, mais il y en a qui sont utilisés plus communément et ce sont ces trois-là qu'on va réviser, ceux qu'on utilise plus rapidement. Le premier, c'est le mini-cog. Le mini-cog, c'est un test qui est extrêmement rapide. Ça peut se faire en moins de 5 minutes pendant que le patient est à une visite médicale. Le mini mental status exam est plus long, mais aussi ça prend moins de 15 minutes. Ces deux-là, le mini mental status exam et le MOCA, peuvent être administrés en moins de 15 minutes. Ce sont des tests qui se font à la clinique pendant une visite médicale. Et puis, il y a des autres que j'ai listés ici qui sont valides, qui sont utilisés à certains endroits, mais moins populaires que les trois autres. Le mini-cog c'est un test qui a 3 étapes. Donc, la première étape, on demande au patient, c'est une étape de mémorisation. Donc, on donne au patient trois mots et on lui demande de répéter ces 3 mots. Donc, il y a des suggestions de mots ici, mais ça peut être n'importe quoi qui vous passe par la tête. Ça peut être porte, sous-sol et banane. Et puis, on demande au patient de répéter ces mots-là. Et puis, ça s'arrête là. Maintenant, on change on avance à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on demande au patient de dessiner une horloge. Dessiner une horloge et mettre les aiguilles sur 11h10. Donc, le patient doit pouvoir dessiner le rond, mettre tous les nombres dans la position appropriée dans l'horloge et puis mettre les aiguilles pour que ça fasse l'heure qu'on a demandé qui est 11h10. Et puis, on passe à la prochaine étape qui est le rappel. Donc, ces 3 mots-là qu'on a demandé au patient de mémoriser au début du test, est-ce que le patient peut s'en souvenir? Ce test est gradué de 0 à 5. Donc, pour l'horloge, si le patient fait tout est bien, les nombres sont bien placés, les aiguilles sont bien placées, ça fait 2. S'il y a une anomalie dans l'horloge, donc ça fait 0. Il n'y a pas de score intermédiaire. Donc, si les chiffres sont mal placés, si les aiguilles sont mal placées, c'est 0. Et puis, pour le rappel, si le patient se rappelle un des mots, ça fait 1. S'il se rappelle de 2, ça fait 2 points. S'il se rappelle des 3 mots, ça fait 3 points. Donc, c'est un test qui est comme un screening. Ça ne rentre pas dans beaucoup de détails. Si le patient a un score de 3 ou moins, à ce moment-là, c'est une indication qu'il y a un problème cognitif et il faut passer à un test qui est plus extensif pour avoir plus de détails. Si le patient a 4 ou plus, à ce moment-là, on peut dire que il y a moins de suspicion pour un problème cognitif. Donc, si ce test, on fait le mini-cog et que c'est possible, à ce moment-là, on peut choisir entre le mini mental status exam qui est ici, ou bien le MOCA, le Montreal Cognitive Assessment, ou bien un des autres. Mais on va réviser ces deux-là, seulement ces deux-là, pour le moment. Donc, on voit que le mini mental status exam est plus détaillé que le mini-cog. Ça évalue l'orientation, l'apprentissage, l'attention, le rappel, le langage et la praxie et la construction. Donc, ça évalue plus de composantes de la fonction cognitive d'un patient. Donc, pour l'orientation, chacune de ces questions est gradée à 1 point. C'est soit 0, soit 1, et le total sera 30. Et dépendamment du score sur 30, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déterminer est-ce que ce patient a une fonction cognitive normale, est-ce que l'altération est mineure, modérée ou sévère. Donc, pour l'orientation, on demande au patient si elle connaît quelle est la date du jour,
dans quel mois on est, de quelle saison on est, c'est quoi cet endroit-là où on est, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un hôpital? Est-ce que c'est une clinique? Dans quelle ville? Dans quel département? Etc. Et à chaque bonne réponse, c'est un point. Ensuite, on passe à l'apprentissage et la mémorisation. C'est la même chose que le test antérieur. On donne 3 mots au patient et on lui demande de répéter ces 3 mots. Dans ce test-là, la répétition et la mémorisation sont aussi notés. Donc, chaque mot que le patient, pour chaque mot que le patient donne une bonne réponse, ça fait 1 mois. Ça fait 1 point. Ensuite, l'attention et le calcul. La première partie, c'est demander au patient de compter de 100, pas vraiment de compter, mais on demande au patient de commencer par 100 et d'enlever 7 à chaque fois, et puis de nous dire quel nombre que ça donne. Donc, si on commence à 100, on enlève 7, ça donne 93, on enlève 7, ça donne 86, et ainsi de suite pour 5, et on fait ça en 5 fois, et chaque bonne réponse est gradée à 1. Et on demande au patient de plier monde à l'envers. Donc, ce sont des instructions très détaillées. C'est pour ça que c'est facile. Ce sont des tests qui sont faciles à administrer parce que sur la forme du test, on vous dit exactement quelles questions poser au patient et quelles réponses on attend. Ensuite, on passe au rappel, de se rappeler des mots qu'on a demandé au patient de mémoriser antérieurement. Et puis, ensuite, le langage et compréhension. Donc, on montre au patient un marqueur et on lui demande de dire ce que c'est. Il y a une partie aussi pour la compréhension des instructions. Ce qui est le plus commun, c'est qu'on demande au patient, par exemple, on dépose une feuille sur la table et on demande au patient de prendre cette feuille-là avec la main gauche, de la plier en deux et de la déposer sur le sol. Est-ce que le patient est capable de comprendre des instructions par étape et d'exécuter ces instructions-là? La dernière partie, c'est la praxis constructive. Donc, on montre au patient ce dessin-là et on lui demande de reproduire ça. L'important dans la reproduction du dessin, c'est de s'assurer que le nombre d'angles qu'on a dans cette photo-là, que le patient est capable de reproduire un schéma similaire avec le même nombre d'angles. La différence entre ce test qui est plus extensif et le mini-cog, c'est que le niveau d'éducation du patient a quelque chose à voir là-dedans. Si une personne n'a jamais été scolarisée et puis on lui demande de commencer par 100 et d'enlever 7 à chaque fois, c'est sûr que la personne ne pourra pas. Il y a une partie où il y a quelque chose on tend au patient une feuille qui est écrit fermer les yeux et on lui demande d'exécuter cette instruction-là. Si la personne ne sait pas lire, la personne ne pourra pas exécuter l'instruction, ce qui va altérer le résultat du test. Donc, il y a des façons de modifier le test pour adapter ça à la capacité initiale du patient. Ça veut dire qu'au lieu de faire le patient lire, fermer les yeux, on peut démontrer avec des gestes, faire nous-mêmes et puis demander au patient de faire la même chose. Et ça peut quand même compter, si le patient fait ça bien, ça peut quand même compter pour 1 point. Il y a aussi la possibilité d'adapter le score au niveau d'éducation de la personne. Il y a par exemple des suggestions par exemple, si un patient a entre 0 et 4 ans de scolarisation, de considérer un score à partir de 19 comme normal. Donc, si une personne a un niveau de scolarité, a complété sa scolarité en ce moment-là et n'a pas de difficulté à lire, à écrire, à compter, etc., on considère 24 à 30 normal et à partir de 23, c'est anormal. Mais pour une personne qui a un niveau de scolarité moindre, on considère à partir de 19 et plus normal et en dessous de 19 anormal. Donc, ce sont des considérations à faire dépendamment du niveau d'éducation de son patient pour avoir une évaluation pour pouvoir faire une évaluation correcte et juste des résultats du test pour ce patient-là. La même chose avec le MOCA, ça demande aussi un certain niveau d'éducation
ou bien d'adaptation du test au patient. Par exemple, un patient peut ne pas savoir que cet animal au milieu-là, c'est un rhinocéros. On peut faire le test avec des animaux, on peut changer et faire le test avec des animaux qui sont plus simples et plus communs et plus faciles à identifier pour les patients. Le MoCA est aussi scoré à un total de 30 et 26 et plus est normal. Et puis à partir de 25, on commence à identifier des déficits cognitifs mineurs, modérés ou sévères, dépendamment du score que le patient a eu. Maintenant, si on a un score qui est bas seulement, ça ne suffit pas pour faire un diagnostic de démence. L'histoire est une composante extrêmement importante dans le diagnostic de troubles cognitifs. Et si le score est normal aussi et que le patient et la famille avaient rapporté ces plaintes-là, à ce moment-là, il faut soit référer le patient à un neurologue pour faire, un neuropsychologiste pour faire des tests plus extensifs ou bien réévaluer le patient périodiquement, réévaluer dans 3 mois, réévaluer dans 6 mois. Donc, les prochaines étapes à partir de là, si on a un test, pour résumer un petit peu, si on a une histoire positive, donc on a l'histoire d'altération et de troubles de la cognition et le test est positif, la prochaine étape, c'est un screening pour la dépression. On fait des tests de laboratoire pour voir si on peut trouver des causes réversibles de la démence et puis il faut considérer l'imagerie neurologique. Si on a une histoire positive, ça veut dire que la famille rapporte tous ces symptômes-là et puis le test est négatif, on fait quand même le screening pour dépression. On considère de référer le patient à un neurologue. On considère de faire des tests neuropsychologiques. Donc, ce sont des tests cognitifs aussi, mais c'est beaucoup plus extensif que le test cognitif de 15 minutes dont on vient de parler. Et puis, si le test est positif et l'histoire est négative, ça peut arriver, en général, ça arrive dans les situations où, par exemple, on peut dire que le patient est hospitalisé. Il n'avait jamais, le patient dit qu'il n'a jamais eu de trouble de mémoire, il n'a jamais eu de trouble de langage, de compréhension, etc. Mais pendant que le patient pendant que vous évaluez le patient à ce moment-là, vous avez quelques doutes basés sur votre conversation avec le patient, la compréhension. Est-ce que le patient se souvient de la conversation que vous avez eue avec lui la veille, etc. Vous avez quelques doutes et puis on fait un test. Et puis ce test cognitif-là est anormal. À ce moment-là, il faut considérer des diagnostics différentiels. Pourquoi cette personne et la famille de cette personne qui dit que tout était normal il y a quelques jours, subitement a un score anormal dans un test cognitif. Donc, il faut considérer est-ce que c'est un trouble confusionnel aigu, est-ce que c'est un médicament qu'on vient de commencer qui a altéré la fonction cognitive du patient, etc. C'est aussi pour ça qu'on recommande que ces tests-là soient faits quand le patient est dans un état, est dans un environnement régulier, dans un état à peu près normal. Et ce que je veux dire par là, ça veut dire que si le patient est à l'hôpital avec une infection, si le patient est hospitalisé et a une insuffisance rénale aiguë, par exemple, ou bien a des troubles hépatiques, ou bien juste que le patient est hospitalisé, c'est une personne âgée qui est dans un environnement anormal, qui ne connaît pas toutes les personnes qui sont autour d'elle, et ça altère la fonction cognitive du patient, ce test-là sera probablement positif. Donc, c'est jamais une bonne idée de faire ce test-là pendant que le patient est hospitalisé ou bien pendant que le patient a une maladie aiguë. Il faut attendre que le patient se rétablisse et le patient revienne à comme si une situation générale, environnementale, etc., normale pour la personne. Et puis, à ce moment-là, on administre le test. Donc, c'est toujours mieux de faire ça en clinique quand le patient vient en visite que de faire ça dans une situation où le patient est hospitalisé, est malade, etc. Parce que ça va altérer les résultats. Les tests neuropsychologiques, donc on a parlé de tests neuropsychologiques quand on a dit que le patient a des symptômes, mais le test cognitif
qui se fait en clinique est négatif, à ce moment-là, on peut faire des tests plus extensifs. Ce sont des tests qui sont extrêmement longs. Il y a des interviews, il y a des tests à passer, pas comme les autres dont on a parlé, où on donne au patient une feuille de papier, on lui demande de suivre des instructions et ça évalue en plus de détails toutes les composantes de la fonction cognitive. C'est très long, ça prend 3 à 7 heures de temps en moyenne. C'est fait par des techniciens. En général, c'est un neurologue qui va référer le patient pour faire ces tests. Toujours faire un screening de dépression parce que, comme on a dit antérieurement, des fois, la dépression peut aussi se présenter avec des troubles de mémoire, avec des troubles de langage quand c'est sévère assez. Ça, c'est un moyen très rapide de faire un screening de dépression. C'est juste 2 questions. C'est le PHQ-2 où on demande à la personne est-ce que vous avez eu dans les 2 semaines passées diminution d'intérêt dans les activités en général et la personne, dépendamment de ce que la personne répond, c'est gradé de 0 à 3. Est-ce que vous vous sentez déprimé ou sans espoir de 0 à 3? Si le score est de 3 ou plus, à ce moment-là, il faut faire le test qui est plus extensif pour la dépression. Mais si le score est moins de 3, à ce moment-là, on a éliminé la suspicion de dépression. Pour les tests de laboratoire, il y a les tests de base, hémogramme, bilan rénal, hépatique, c'est surtout pour éliminer des causes, d'autres causes qui pourraient être à la base d'une altération de la cognition. En général, si un patient a une anémie sévère assez, une insuffisance rénale sévère assez, une insuffisance hépatique sévère assez pour causer des troubles de la cognition, il y aura d'autres symptômes. Il y aura d'autres symptômes aussi qui peuvent pointer dans cette direction. La vitamine B, les anomalies thyroïdiennes sont aussi connues pour causer des troubles de la cognition. Donc, il faut tester ça. Et le VIH et la syphilis, on fait ces tests seulement si le patient est à risque. Si ce n'est pas un patient qui est à risque, ce n'est pas nécessaire. Et la vitamine D. Je sais que c'est très, très commun de mettre les patients sur vitamine B ou bien vitamine B complexe quand ils ont des troubles de mémoire ou bien des troubles neurologiques cognitifs. Si le patient a un déficit en vitamine B12, à ce moment-là, on traite et on voit si les symptômes s'améliorent. Mais si le patient n'a pas de déficit, il n'y a pas il n'y a pas d'évidence que traiter le patient avec vitamine B12 va faire une différence. Il y a une méta-analyse, et ça c'est pour les vitamines B en général, B complexe, méta-analyse. Il y a 11 études qui étaient incluses, 11 études qui étaient considérées et avec un total de 22 000 patients sur une moyenne de 5 ans. Et on a traité, ce sont des patients avec déficit cognitif qui ont été, pour qui on a fait le test, le MMSE, qui est le Mini Mental Status Exam. Et puis, on a traité ces patients-là avec vitamine B complexe versus placebo. Et on a réévalué ces patients-là périodiquement sur une période de à peu près 5 ans. Et on n'a pas noté de changement, on n'a pas noté d'amélioration dans la fonction cognitive, ce qui nous dit que il n'y a pas vraiment d'évidence qui supporte l'utilisation de vitamine B complexe pour essayer d'améliorer la mémoire, le langage, les déficits cognitifs dans un patient qui a été diagnostiqué de troubles cognitifs et de démence. La neuroimagerie, donc on a l'Association américaine de neurologie recommande de faire un test d'imagerie cérébrale pour tous les patients pour qui on a une suspicion de troubles cognitifs. Cependant, la plupart de ces tests d'imagerie vont revenir négatifs et ne vont pas vraiment participer à faire un diagnostic et faire un traitement. Ben,
dans certaines occasions, on peut avoir on peut voir certaines choses dans l'imagerie qui font un diagnostic que peut-être on n'avait pas en tête. Par exemple, ce patient qui se présente avec des troubles de langage, qui ne peut pas parler normalement, qui a des difficultés à marcher, qui tombe tout le temps, et puis on fait un IRM, et puis il y a une masse cérébrale. Ou bien on fait un IRM, et puis les ventricules sont extrêmement élargis. Donc, il pense que là, ça suffit. C'est la possibilité de faire ces diagnostics, même si c'est rare, ça suffit pour recommander l'imagerie dans les patients qui ont suspicion de troubles cognitifs. Ça, c'est la recommandation de l'Association américaine de neurologie, mais il y a beaucoup aussi d'autres recommandations qui disent que c'est peut-être pas nécessaire parce que c'est tellement rare de pouvoir effectivement faire un diagnostic qui est différent de ce que, par exemple, la démence d'Alzheimer. Et ça, c'est en considérant un patient qui n'a pas de symptômes neurologiques. Si le patient, c'est un patient qui est jeune, par exemple, une personne de 50 ans, et on ne s'attend pas qu'à cet âge-là, une personne ait des symptômes de démence d'Alzheimer ou de démence vasculaire, etc., il faut définitivement faire des tests d'imagerie. Si le patient a les symptômes et que les symptômes progressent très rapidement, donc ce n'est pas une présentation typique qu'on aurait attendue pour la démence d'Alzheimer, à ce moment-là, il faut définitivement faire des imageries. Mais si la présentation est typique, à ce moment-là, ça peut se discuter avec le patient, avec la famille, et aussi décider de quelle capacité on a, si ces tests sont disponibles ou pas, pour décider s'il faut les faire. Et si on les fait, si on a le scanner cérébral et l'IRM disponible, c'est toujours mieux de faire l'IRM parce que l'IRM a plus de sensibilité pour aider à éliminer certains diagnostics différentiels. Plus de sensibilité que le scanner cérébral. Et ce qu'on peut trouver quand on fait ces tests-là, c'est l'atrophie cérébrale. L'atrophie cérébrale, ça arrive avec le vieillissement normal, mais ça arrive aussi avec la démence d'Alzheimer. Dans la démence d'Alzheimer, on va voir que cette atrophie-là sera beaucoup plus prononcée que ce qu'on aurait espéré pour l'âge du patient. Mais dans les deux cas, vieillissement normal et démence d'Alzheimer, on peut avoir l'atrophie cérébrale. L'élargissement des ventricules, ça peut nous faire penser, si on voit ça, ça peut nous faire penser à l'hydrocéphalie à pression normale, mais il faut aussi considérer que quand on a l'atrophie cérébrale et que le tissu cérébral se rétrécit, est plus petit, ça fait automatiquement que les ventricules deviennent plus larges. Donc, l'élargissement des ventricules, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans aussi quelque chose qu'on peut voir chez les patients avec atrophie cérébrale. Il y a les microhémorragies, les signes de maladie vasculaire qu'on peut aussi trouver qui nous font penser à la démence vasculaire ou bien les microhémorragies dans les angiopathies amyloïdes qui peuvent aussi faire penser à la maladie d'Alzheimer. Les autres considérations, ce sont la ponction lombaire pour analyse du liquide cérébrospinal, qui n'est pas recommandé comme test de routine, c'est seulement si on a un patient qui est jeune, si on a une suspicion d'infection, à ce moment-là, on fait ça. Il y a des biomarqueurs qui ont été identifiés pour aider qui ont été identifiés dans le liquide cérébrospinal et qui sont liés à l'Alzheimer, mais pour le moment, on les utilise dans les études. Ce ne sont pas des tests qui sont indiqués ce sont pas des tests qui sont indiqués en pratique clinique pour le moment. Et puis les tests génétiques, donc les tests génétiques peuvent identifier l'hypoprotéine E4 qui est liée à un risque élevé de maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas indiqué de tester pour ça parce que ça ne veut pas dire forcément, si on est capable d'identifier ce gène, ça ne veut pas dire forcément que la personne va développer la maladie d'Alzheimer. Donc, ça n'aide pas à faire un diagnostic, mais c'est un gène qu'on peut aussi identifier. Donc, si on résume un petit peu les étapes quand le patient se présente avec ces symptômes-là, comment les différentes étapes pour arriver à un diagnostic de présomption.
Cet algorithme peut un peu nous donner une idée. Donc, on a un patient qui se présente avec des symptômes cognitifs. La première étape, c'est l'histoire. Donc, on a une histoire qui est claire. Ensuite, on passe à l'examen, les tests cognitifs. Donc, ça peut être le mini-mental, ça peut être le mini-cog, ça peut être le test de MoCA. Ici, on a choisi le mini-mental status exam. Si le score est plus que 24, ça veut dire qu'on a des suspicions cliniques, mais le test est normal. On considère les tests neuropsychologiques, on considère de référer le patient à un neurologue. Mais si le test est anormal, moins de 24, ça veut dire qu'on on avance vers un diagnostic de maladie cognitive et de démence. Donc, on évalue le patient pour dépression. Si l'évaluation pour dépression est positive, à ce moment-là, on traite le patient pour dépression et on fait une réévaluation de 3 à 6 mois pour voir est-ce qu'il y a eu changement dans la fonction cognitive ou pas. Si le screening pour dépression est négatif, à ce moment-là, on continue avec les tests de laboratoire pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut traiter pour peut-être réverser ces symptômes. Donc, on va tester, comme on a parlé on va tester pour la vitamine B12, on va tester pour les troubles thyroïdiens spécifiquement. On peut considérer l'imagerie cérébrale. Et si ces tests-là sont anormaux, donc on a une déficience en vitamine B12 ou bien on a pour une hyperthyroïdie, on traite et puis on réévalue l'état cognitif du patient. Si à la réévaluation, qui peut être faite dans peut-être 3 mois, 6 mois, si à la réévaluation, le patient passe le test et tout est normal, c'est fini, mais il faut continuer quand même à réévaluer le patient périodiquement, peut-être chaque 6 mois ou chaque 1 an. Mais si à la réévaluation, le score cognitif n'a pas changé, à ce moment-là, c'est probablement dû à la maladie d'Alzheimer, l'effet de l'hypothyroïdie et la vitamine, ou bien le déficit en vitamine B12, ce n'était pas vraiment la cause du changement cognitif. Et si au départ, on fait ces tests-là et les tests sont normaux, ça veut dire que c'est probablement une démence et il n'y a pas vraiment de cause réversible. Donc, peut-être à une prochaine présentation, on peut parler des considérations de traitement, mais ça ne faisait pas partie de la présentation pour aujourd'hui. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, que je voudrais discuter, c'est l'importance de diagnostiquer la démence. Je sais que des fois, c'est facile de dire que, oui, c'est aussi facile pour la famille d'assumer que, oh, c'est l'âge et que mon grand monde, il pas songer, il pas connaît, etc., il pas qu'à comprendre et on blâme ça sur le vieillissement de la personne, mais le vieillissement n'est pas supposé rendre quelqu'un pas indépendant intellectuellement et mentalement. Donc, l'importance de faire ce diagnostic-là, c'est d'abord pour trouver les causes réversibles et traiter à temps. Si on peut traiter une hypothyroïdie, on peut traiter un déficit en vitamine B12 et aider à réverser ces problèmes, c'est un traitement qui est facile et c'est un gros gain pour le patient. C'est aussi si on a un diagnostic de maladie d'Alzheimer qui est assez tôt, ce n'est pas une maladie qui est réversible, mais il y a des traitements qui peuvent ralentir la progression de la maladie et c'est un bénéfice pour le patient si on peut ralentir cette progression. Aussi, c'est avoir une discussion avec la famille. Si on diagnostique la maladie et qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de traitement pour quoi que ce soit, c'est discuter avec le patient et la famille du prognostic, de comment ça sera quoi la vie de la personne dans le futur. Et ça permet à la personne et à la famille de faire des planifications financières, des planifications légales, des planifications familiales qui va s'occuper pour que les enfants ou bien les proches puissent faire décider de changements, qui va s'occuper de maman, qui va s'occuper de papa, etc. Donc, ça permet à la famille de se préparer en sachant que c'est une maladie qui progresse lentement et voici
c'est à quoi la progression ressemble. Et puis, planification des soins nécessaires, s'il faut engager quelqu'un pour s'occuper de la personne, etc. Donc, ça, c'est très important pour le patient et la famille de pouvoir savoir à quoi le futur ressemble et puis pour qu'ils puissent avoir le temps de faire des plans. Donc, c'était tout pour l'évaluation de la fonction cognitive. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, Dr. Anen Bakari. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous retirer sur mute et poser vos questions. Ou si vous n'avez pas de micro, vous pouvez les écrire dans le chat et je vais les lire. I'm going to stop the recording here. Yes, please. Thank you.